Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, la présidentielle au Mali se prépare, scrutin fixé au 29 juillet. Moussa Mara, ancien Premier ministre et leader du Parti du Changement, annonce officiellement sa candidature. Voilà ce qui porte à 7 le nombre de personnes déclarées, mais demeure toujours cette interrogation sur la candidature du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, qui ne s'est pas encore prononcé sur la question. Les enjeux de ce scrutin pour les Maliens, nous nous posons aussi la question de la crédibilité de cette élection dans un contexte d'insécurité permanente. On en débat donc dans un instant avec nos invités. Et le coup de pouce de l'État ivoirien aux entreprises. Le gouvernement a introduit des décharges fiscales pouvant aller jusqu'à 15 ans en fonction de la zone où exerce l'entreprise. Une politique visant à redynamiser le bassin de l'emploi en zone rurale. Et les mines antipersonnelles, un enfer sans fin au Soudan du Sud. 7 ans après la fin de la guerre entre Sud-Soudanais et Nord-Soudanais, plusieurs zones sont encore truffées de ces engins explosifs. Le travail des organisations internationales aux côtés des autorités sud-soudanaises, vous allez le voir, est crucial pour l'éradication de ce fléau. Voilà donc pour les titres. Et pour en débattre avec moi sur ce plateau, Monsieur Mamad Zang, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et à mes côtés également, Monsieur Gaspard Hubert Lonzikoko, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes écrivain également, auteur de Le Congo Kinshasa, en quelques lettres, aux éditions L'Atelier de l'Agrégor. Merci à vous. Avec moi sur ce plateau, Alfred Chango, bonsoir. Bonsoir Zara et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Place à l'actualité politique. Moussa Mara en route donc pour la présidentielle du 29 juillet au Mali. Sa candidature, qui était un secret de Polichinelle, est donc désormais officielle. Deuxième tentative donc après celle infructueuse de 2013 pour l'ancien Premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta. Moussa Mara, 43 ans, qui depuis sa primature a pris ses distances avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Son leitmotiv, le renouvellement du leadership. Moussa Mara qui se présente désormais comme le candidat de la jeunesse et du changement. Je vous propose de l'écouter. C'est que le Mali, dont le président Ibeka a hérité, était déjà un Mali entre vents et marées. Mais aujourd'hui, les vents sont un peu plus contraires qu'il y a 5 ans et les marées sont un peu plus fortes qu'il y a 5 ans. Et là, il en va de la responsabilité du président, à mon avis. Mais je pense qu'au-delà du président, c'est un système que le président illustre et c'est ce système qu'il faut arriver à changer avec un leadership renouvelé, avec une gouvernance bonne, transparente, participative, teintée par une lutte féroce contre la corruption des élites. J'ajoute toujours la corruption des élites. La corruption tout court, ça n'a pas de sens. Il faut s'attaquer à là où il y a vraiment l'origine du mal et avec une décentralisation effective du pays. Ce triangle important doit guider l'action publique dans les années à venir si nous voulons sortir le pays de l'ornière. Et c'est ce que nous voulons illustrer. Donc Moussa Mara qui vient s'ajouter à la longue liste de candidats déclarés. Première interrogation sur cette élection, les conditions extrêmes dans lesquelles elle va se dérouler. Dans le nord et le centre du pays, les groupes djihadistes continuent de mener des attaques régulières. Pour beaucoup, la situation est pire qu'en 2013. Des zones entières du pays continuent d'échapper en effet au contrôle des autorités maliennes. Mamad Zang, le premier tour, c'est le 29 juillet. Est-ce que cet agenda est tenable? Faut-il véritablement tenir cette élection? Il appartient au peuple malien et à ses représentants de répondre à la question. Néanmoins, on peut faire le constat suivant. C'est que la situation militaire et sécuritaire s'est considérablement dégradée. Il faudra également rappeler que le président Ibrahim Boubacar Keïta a essayé de modifier la Constitution, qu'il en a été empêché par une très large coalition de partis politiques qu'on appelait Anté-Abana en Bambara, et puis il y a également le Front du Non. Donc les conditions dans lesquelles vont se dérouler cette présidentielle sont un peu inquiétantes dans la mesure où on a vu que les groupes djihadistes, qui sont très nombreux et très actifs,
risque de perturber ce scrutin et donc d'en fausser les résultats. Gaspard Hubert Lonzi-Koko, est-ce qu'il faut tenir ces élections compte tenu de l'insécurité qui prévaut toujours au Mali? Comme vient de dire mon prédécesseur, c'est aux Maliens de décider. Mais est-il qu'effectivement il y a des voix qui se lèvent et non des moindres, et que j'en veux pour preuve l'ancien ministre Choguel Maïga ou l'avocat Ismaïla Konaté, qui on estime qu'il faille d'abord garantir le bon déroulement du scrutin. On perd du fort risque d'affrontement communautaire si jamais l'élection est bâclée. Donc tous ces éléments portent à dire qu'on peut, dans telles conditions, essayer de repousser les élections pour pouvoir se mettre d'accord sur certains paramètres. Mais les repousser jusqu'à quand, tous les problèmes est là. Mais en tout cas, les conditions ne sont pas favorables pour les élections, puisque ceux qui veulent la partition du Mali essaieront de faire en sorte que ça ne se passe pas bien pour pouvoir contester les résultats et dans la foulée s'incruster dans des troubles éventuels pour déstabiliser les pays. Alfred Chango. Non, moi je pense effectivement qu'au-delà du principe que c'est le peuple malien qui décide ou non, je crois qu'il faut tenir les élections, c'est-à-dire que la constitution malienne est assez claire. Boubacar Ibrahim Keïta est en train d'arriver à la fin de son mandat. Rien n'est prévu justement dans ce cas-là pour dire si les conditions ne sont pas réunies, il faut déporter ou postposer l'élection présidentielle. Sinon on entre dans un trou d'air constitutionnel. Mieux vaut aller aux élections dans ces conditions-là, en ayant toujours présent à l'esprit qu'il y a les troupes onusiennes et puis il y a Barkhane qui est encore là, et puis il y a les troupes maliennes qui sont là pour assurer la sécurité. On ne peut pas effectivement indéfiniment, de toute façon même l'élection de 2013 s'était déroulée dans presque les mêmes conditions. Il n'y a pas d'hésitation à avoir quand il s'agit d'un tel scrutin crucial justement pour l'avenir du Mali. Il revient à celui qui sera élu à ce moment-là justement de finaliser d'abord les accords d'Alger pour faciliter la réunification du pays et puis en même temps assurer la sécurité de tous les Maliens. Mais si on pose comme préalable la réunification et puis la sécurité, on n'ira jamais aux élections. Dans ce cas-là, Ibrahim Boubacar... Alors il faut quand même un minimum de sécurité, parce que c'est quand même la crédibilité de ce scrutin qui est en jeu, Mohamed Zang. Mais bien sûr, il y a eu déjà un précédent extrêmement inquiétant et dangereux. Ce sont les dernières élections communales, municipales, qui n'ont eu lieu que sur à peine 15% du territoire. Sur les 700 communes, il n'y a eu de véritables élections qu'à peu près dans 70. À peine 10%, ce qui est quand même extrêmement inquiétant. La deuxième question qu'il faudra évoquer, c'est on risque d'aller, si les élections ne se tiennent pas, vers un vide juridique. Est-ce que la classe politique malienne, est-ce que tous les acteurs politiques, la société civile malienne et les partenaires en développement seront d'accord pour essayer d'envisager une espèce de transition dans la transition? C'est vachement compliqué. D'autant que vous avez rappelé tout à l'heure que Ibrahim Boubacar Keïta avait tenté de modifier la Constitution. Bien sûr. Il en a été empêché. Par la population, par le peuple malien. Mais oui. Gaspard Hubert Lonzi-Koko. Moi, je pense qu'il revient à la capacité au patriotisme des Maliens de prévaloir. D'autant plus qu'effectivement, ne pas repousser les élections, c'est un principe louable et démocratique, mais aussi face à un danger qui menace le pays, il faut se demander aussi est-ce que ça vaut le coup d'organiser ces élections ou pas. Mais en tout cas, d'une part, s'il y a élection dans ces conditions et que tout le monde ne participe pas au scrutin, le président élu sera très très fragilisé. Et d'une part, il aura du mal à pouvoir poursuivre son action. Raison pour laquelle on souhaite
de prime abord que les élections aient lieu, mais encore faut-il que ça se passe dans des meilleures conditions. Oui, mais ça ne se passe pas dans des conditions de vide sécuritaire quand même, puisqu'il y a Barkhane qui est là, il y a les forces des Nations Unies. Il y a quand même des oui, mais depuis qu'ils sont là, ces Barkhane, est-ce qu'ils ont réussi à stabiliser le pays? On est tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a des attentats, mais ce ne sont pas ces attentats qui empêchent justement la vie de continuer à se dérouler au Mali. C'est-à-dire que la présence de ces troupes-là assure le minimum de sécurité qu'il faut au pays. On parle quand même de déplacement de millions de personnes, on parle quand même d'acheminement de matériel logistique. Mais enfin, bien sûr. Donc, mais l'acheminement de ce matériel est subordonné aux capacités de l'armée et de forces de sécurité maliennes à assurer justement leur arrivée à bon port dans des lieux. Faut pas non plus... il y a quand même des zones assez critiques, Mohamed Zang. Regardez, il y a quand même un phénomène assez inquiétant. Depuis que la MINUSMA, depuis que les différentes armées africaines, tchadiennes en particulier, et les armées françaises, depuis qu'elles aident le peuple malien dans cette difficile épreuve, comment se fait-il qu'on n'est pas encore arrivé à avoir une réelle armée malienne capable elle-même de défendre? Les forces de défense et de sécurité maliennes sont incapables à elles seules aujourd'hui d'assurer la sécurité du pays. Et dans de larges zones, par exemple à la frontière avec l'Algérie ou à la frontière avec le Burkina Faso. Là, vous soulevez un problème très intéressant dans la mesure où il faut aussi que l'Algérie s'engage justement, c'est le reproche qu'on fait toujours à l'Algérie, même si l'Algérie a été au cœur des accords justement d'Alger qui devaient faciliter la réconciliation nationale. Et ce qu'on reproche à l'Algérie, c'est de ne pas contrôler sa frontière, de laisser justement aux Touaregs qui passent d'une frontière à l'autre cette liberté de circulation, alors que, par exemple, la Mauritanie a fermé sa frontière. Le Burkina Faso rencontre aussi les mêmes difficultés, mais là encore, qu'est-ce qu'on nous dit? Que du temps où Blaise Compaoré était là, il avait signé un accord de un pacte de non-agression avec le diable. N'est-ce pas, avec les Touaregs. Il faut trouver le moyen, justement, d'assurer cette sécurité-là. C'est extrêmement important, mais il y a également un autre problème qui n'est pas réellement soulevé. Il faut une convergence des États africains eux-mêmes, que ces États-là se prennent en charge en matière de défense et de sécurité, et qu'ensuite seulement elles fassent appel à des puissances étrangères. Tant que nous n'aurons pas réglé ce problème-là avec une vision panafricaine de sécurité et donc de développement, on va encore tourner pendant des années. De plus de 50 ans après les indépendances, il n'y a pas d'armée malienne. On est tout à fait d'accord. C'est un phénomène inquiétant. Oui, on est tout à fait d'accord sur ce point-là, mais la vision panafricaine, c'est toujours le problème. C'est que l'Union africaine connaît des développements différents selon les pays. Certains ont plus de moyens que d'autres, etc. Et donc, mobiliser tout le continent pour trouver... Mais il y a des mécanismes qui existent, qui n'ont jamais été financés. Pourquoi ? Gaspard Hubert Lonzi-Koko. Juste rapidement, c'est un problème interne aux Maliens, c'est eux qui organisent les élections, c'est à eux d'assurer. Il faut voir ce que dit la Constitution. S'il y a possibilité d'organiser les élections, il faut le faire. S'il n'y en a pas, il est hors de question que le président puisse prolonger son mandat, mais voir ce que dit la Constitution là-dessus par rapport à un intérim. Il n'y a pas d'intérim. Il n'y a pas d'intérim. C'est un mandat renouvelable une fois. C'est tout. Dans ce cas, il faudrait faire en sorte que les élections puissent avoir lieu et essayer de limiter les dégâts, quoi. Parce que c'est la survie même. Il y a un problème. Oui. L'Union africaine peut effectivement participer à assurer la sécurité aussi, à ne pas laisser seulement les Maliens avec les faibles moyens dont ils disposent, la MINUSMA ou Barkhane. Mais oui, l'Union africaine peut s'impliquer, c'est ça. Voilà, pour moi, le problème de l'Union africaine, c'est qu'elle n'est pas capable justement de se dire, tiens, voilà la situation du Mali, nous apportons notre contribution militaire pour que les élections aient lieu, par exemple. On n'a pas entendu. Mais le problème, M. Chango,
vu la crise qui risque de faire éclater ce pays, on a l'impression que les Maliens eux-mêmes ne se donnent pas suffisamment de moyens pour éviter que les élections ne puissent pas avoir lieu. Non. On a l'impression qu'il... Il ne faut pas accabler les Maliens seulement. Vous voyez, il y a eu énormément de prises d'otages. C'est vrai. Ces otages-là ont rapporté énormément d'argent aux djihadistes, aux narcotrafiquants et autres. Donc, il y a aussi quelque part des responsabilités à établir et à dégager pour qu'on puisse réellement avancer. Tout à fait. Si vous payez 20-25 millions d'euros pour quelques otages, les djihadistes et les narcotrafiquants ont largement de quoi acheter des armes, s'équiper et continuer à maintenir l'insécurité. Mais n'empêche que la sécurité, la souveraineté du Mali incombe avant tout aux Maliens. Donc c'est à eux. Diriger, c'est prévoir. Ce n'est pas tout simplement bidouiller par rapport aux circonstances. Ils auraient dit, ils savaient qu'ils allaient aux élections, ils auraient dû penser en amont à tout ça. Ce qui n'exclut pas la participation, l'aide des autres pays limitrophes et de l'Union africaine. Oui, on est tout à fait d'accord sur ça. Alors, sur cette candidature de Moussa Mara qui avait, donc après la présidentielle de 2013, rallié le président Ibrahim Boubacar Keïta, dont il sera successivement ministre de l'urbanisme de septembre 2013 à avril 2014, puis ensuite Premier ministre d'avril 2014 à janvier 2015. Est-ce que ça ne va pas être un petit peu difficile pour lui de capitaliser sur la thématique du changement compte tenu de son affiliation? Oui, mais il y a juste un problème de crédibilité de la part de certains responsables politiques dans beaucoup de pays d'Afrique. Ils sont dans le gouvernement, ils sont dans l'opposition, et puis ils disent qu'il faut rajeunir. Enfin, ça ne suffit pas pour faire un programme. En plus, lors de la dernière élection présidentielle, il y avait fait un score piteux. Il était à 1,5%. Bon, peut-être que son passage... Il peut se contenter de dire qu'il y a quelques Maliens qui avaient voté pour lui. Oui, mais c'est quand même pas... Absolument, absolument. Alors, Alfred Tchongo, je vous vois rire depuis ma question. Oui, comme disait Zhang, c'est qu'effectivement, nos politiciens, quelquefois, n'ont pas de cohérence, ils n'ont pas de suite dans les idées, effectivement. On ne voit pas quelle crédibilité on peut accorder justement à quelqu'un qui a été opposant, puis qui a travaillé avec IBK, et puis aujourd'hui qui veut incarner le changement. D'autant qu'il n'est pas seul, hein. On l'a rappelé. Et d'autres ex-ministres. C'est ça, voilà, ex-ministres, et qui sont aussi... dans cette opposition-là, Ibrahim Boubacar Keïta, s'ils pensent renouvellement au niveau de l'âge, puisque la plupart d'entre eux sont autour de la quarantaine, d'accord, mais l'âge ne fait pas le politique, hein. Donc là, il y a un sérieux problème. Je pense plutôt qu'ils doivent penser à mettre en place, dans cette opposition-là, un vrai programme, un vrai projet autour duquel ils peuvent se réunir pour dire, voilà, ce qui est encore intéressant au Mali, c'est une élection à 2 tours. Donc, on peut se dire, il y a 7 candidats de l'opposition, on va tous à cette élection, au premier tour. C'est celui qui arrive le premier de l'opposition, face à, vraisemblablement à IBK qui sera candidat. On le soutiendra au second tour de la présidentielle. Mais si chacun... s'il n'y a pas de programme en tant que tel, le fait d'être jeune ne signifie pas nécessairement le renouvellement. Alors justement, c'était un petit peu l'objet de ma prochaine question. On voit que l'ensemble des candidats insistent surtout sur le changement. Est-ce que dans le fond, comme le dit Alfred Tchongo, il n'y a pas un décalage entre les attentes des Maliens et ce que ces candidats expriment ? Je pense qu'il ait fait 1% ou 0,2%, c'est son droit d'être candidat, même s'il a été... nous ne le contestons pas. Non, je ne dis pas que vous contestez. Mais n'empêche que si ça peut permettre à ce qu'il y ait un débat démocratique en vue de cette élection, pourquoi pas. Quand on parle de Moussa Mara, quand il a sorti son bouquin le Mali entre vent et marée 2015-2017, il a effectivement essayé d'avancer quelques éléments, dont les rajeunissements et le renouvellement de la classe politique, mais il a parlé aussi de même si on peut parler de démagogie, mais de la bonne gouvernance. Et il a évoqué la lutte contre la corruption des élites, mais il a aussi fait allusion à la croissance des salaires des
des faibles. C'est déjà des éléments qui peuvent permettre un débat. C'est quelque chose qu'on reprend à chaque que les candidats oui, mais ça, c'est martèlent à chaque élection. On connaît la chanson, mais c'est à leurs adversaires, c'est aux adversaires en face de démonter tous ces arguments. Oui, par contre, il y a un candidat, l'ancien ambassadeur Samake en Inde, qui lui parle dans son projet des sociétés, des défis sécuritaires et des services sociaux. C'est aussi autant d'éléments qui peuvent alimenter les débats. Et il y a un autre candidat qui est très connu aussi, c'est Mohamed Ali Batili, qui lui n'a pas de projet. Ancien ministre n'a pas de projet. Par contre, il compte sur... Tchébile Dramé, non? Il compte sur le fait qu'il défend les terres des paysans. Donc, il compte sur cet aspect-là. Et sur le soutien des clubs, c'est minime, c'est léger. Mais c'est un tout qui fera qu'il y aura débat. Et les Maliens choisiront entre... il y en a d'autres qui ne sont pas encore prononcés, mais les Maliens choisiront entre tous ces gens. Au moins, il y a des gens... Il écrit un bouquin pour parler de son pays. Mais je connais des pays où les gens s'autodésignent d'abord avant de dire qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc espérons qu'ils iront plus loin dans leur projet. Il y a plusieurs facteurs qu'il va falloir prendre en considération pour cette future élection présidentielle. Il y a des tensions entre les différentes communautés, entre les Peuls, entre les autres, entre les Touaregs. Ça, c'est un problème extrêmement important parce qu'il y a des milices d'autodéfense qui se développent un peu partout. Les attentats maintenant ne se déroulent plus simplement dans la région que les Touaregs ou leurs représentants revendiquent, mais ça va même beaucoup plus au sud, dans la région de Mopti, c'est quand même absolument inquiétant. Et il y a également le fait que le silence un peu gênant de l'actuel président Ibeka, qui pourrait peut-être permettre de clarifier la situation. Il a encore le choix de ne pas se présenter. Et puis il y a des candidats qui représentent un autre courant complètement différent, comme par exemple Omar Mariko, qui pourrait peut-être représenter une alternative. Merci beaucoup. D'où la nécessité de s'inquiéter sur ces élections qui risquent d'aboutir aux affrontements entre communautés. Donc, le premier tour fixé au 29 juillet. On va marquer une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.